cycle sur les abeilles, cycle donc, qui a eu lieu tout au long de l'année 2012. Alors on a vu évidemment les abeilles domestiques, on a vu à quel point la pollinisation était primordiale pour notre écosystème. 70% des plantes cultivées, 80% des plantes sauvages, je vais m'arrêter monsieur le et alors j'ai lu d'ailleurs sur votre site, on verra tout à l'heure, mais j'ai lu un chiffre épatant. Les abeilles finalement c'est un service gratuit de pollinisation, et ce service gratuit de pollinisation, en 2006, à l'échelle mondiale, était estimé à plus de 150 milliards d'euros. On parle des abeilles qui sont en train de disparaître, il y a également une dimension économique qui est importante. Et à l'heure actuelle, on cherche des milliards, donc il ne faut pas se priver d'un service gratuit. Donc on a vu les abeilles domestiques au mois de mai, on a parlé avec des apiculteurs, on a parlé d'apithérapie également. Ensuite, en juillet, on a parlé des menaces, des principales menaces qui menaçaient les abeilles. Et notamment, on a vu que ce n'était pas forcément que le frelon asiatique, mais c'était également la combinaison de produits dangereux, les produits phytosanitaires, le varroa, l'agriculture et l'apiculture intensive également. Ça, on l'a bien vu. Je passe très rapidement déjà parce qu'on en est à la fin d'une conférence et parce que je vous invite évidemment à aller sur le site de la Maison éco-citoyenne, puisqu'il y a des articles très bien documentés qui ont été faits. Donc je vous y invite. On a vu également que Bordeaux était très sensible à la cause des abeilles, avec notamment l'objectif zéro phyto, qui est en place depuis 7 ans, je crois, avec la charte du jardinier écologique également, et puis beaucoup d'actions menées, notamment ici à la Maison éco-citoyenne, autour du vivre ensemble et de partager la vie, partager avec les insectes, avec les abeilles. L'intérêt de mettre sauvage, c'est que ça va nous montrer, ça exprime le fait que c'est différent de l'abeille domestiquée. Souvent, quand on parle d'abeilles sauvages, les gens pensent à des abeilles de ruche qui se sont installées de façon sauvage dans un tronc d'arbre, ce qui est leur milieu de vie originel, bien entendu. Du reste, vous enfumez des abeilles, vous ne les étourdissez pas, vous produisez un réflexe ancestral. Elles vivaient dans des troncs d'arbres, vous savez qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc quand la fumée arrivait, c'est que le feu arrivait. Donc il fallait prendre des réserves et se sauver. Et c'est pour ça que quand vous enfumez une ruche, les abeilles plongent dans la ruche, plongent la tête dans les rayons de cire et avalent un maximum de nectar pour pouvoir partir les poches la nuit. Et c'est ça qu'on reproduit. Donc, et là où c'est intéressant, c'est que quand l'homme se penche un petit peu sur la biologie de la faune et de la flore qui l'entoure, et qu'il en comprend les mécanismes, et ben il peut facilement intervenir grâce à son gros cerveau de 2 kg. Alors il peut aussi intervenir de façon radicale, hein, ça a été le cas par exemple, je ne sais pas, j'en ai 8 bestioles de 6 mm. La préfecture et le service régional de protection des végétaux n'a pas le choix, hein, c'est un ravageur réglementaire. L'Europe impose les traitements. 2000 hectares, 6 bestioles de cette taille. 2000 hectares, 4000 terrains de foot qui ont été traités à cause de 6 bestioles de cette taille. Taux de réussite 30%. Moi je connais une méthode qui a au moins 80-90% de réussite la première année, et si on la maintient quelques années, on a 100% de réussite. Vous la connaissez tous, c'est la méthode la plus classique de protection des cultures. C'est quoi? Je vous donne un indice, la chrysalide du maïs mange du maïs. Comment? Est-ce qu'il y a un autre insecte qui peut dévorer ça? C'est tout simple. La chrysalide du maïs, elle mange du maïs. Si on veut qu'elle soit là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien oui. Et donc on plante autre chose, ça s'appelle la rotation. Ça c'est les plantes. On traduit, ça c'est les plantes qui, pour se reproduire, ont besoin que les insectes transportent le pollen. Ça c'est les plantes qui, pour se reproduire, ont besoin que le vent transporte le pollen. Et ça, c'est des plantes qui sont capables d'autofécondation. Celles-là, elles sont en compétition. Les gyrophies des plantes liées aux insectes, les gyroplantations des plantes liées au vent. Forcément, elles prennent leur place parce qu'elles sont en compétition. Tandis que les autogames se maintiennent. Donc, à très faible échelle, on peut déjà mesurer la modification de la flore dans les espaces sauvages due à la modification du nombre et de la diversité des pollinisateurs. Mais on va quand même très rapidement vous rebrosser les relations entre les plantes et les insectes. Je voulais juste vous rappeler qu'il y a une coévolution qui a duré, qui dure depuis quelques longues dizaines de millions d'années, où les insectes se sont diversifiés et ont modifié les fleurs, et les fleurs se sont diversifiées et ont modifié les insectes, ce qu'on appelle la coévolution. Alors, s'agissant des insectes butineurs, parce que les insectes peuvent manger des feuilles, des phylophages, des racines, des rhizophages, du bois, des xylophages, du bois pourri, des sacro-xylophages, ou bien manger du nectar et du pollen. Et là, on va les appeler les butineurs.